Et bonjour à tous, ici Baf pour une nouvelle vidéo un peu particulière puisque cette fois-ci je suis avec mon ami Matthias et aujourd'hui nous allons vous livrer un commentaire audio sur l'intégralité du film de Mathieu Kassovitz, Les Rivières Pourpres. Bonjour à tous, je suis très heureux de faire partie de cette émission. Merci à Baf de m'avoir invité à partager mes impressions sur le film et aussi un petit peu sur le livre de Jean-Christophe Granger. Voilà, j'espère que vous allez aimer et voilà quoi, je laisserai Baf, mon ami, diriger du coup cette vidéo. Oui, alors ce sera, comme je dis, un commentaire audio sur l'intégralité du film, donc le mieux pour vous c'est de télécharger le fichier MP3 et de le lire en même temps que vous regardez le film, puisque nous allons interagir avec ce qui se passera à l'écran. Donc ça vous permettra une meilleure compréhension. Et aussi, on va pas oublier de rajouter que cet enregistrement audio concerne en tout cas les spectateurs qui ont déjà vu le film et qui ont surtout lu le livre. Car il y aura beaucoup de spoilers. Oui, ou alors au moins avoir vu le film une fois. Après, si vous avez pas envie de lire le livre, ce que je vous déconseille fortement, il faut vraiment lire le livre, il est absolument formidable. Mais voilà, si vous n'avez pas le temps de lire, bon, on essaiera d'être le plus clair possible sur les tenants et aboutissants de l'intrigue, parce que vraiment le film nous a un peu laissé mi-figue mi-raisin dans la mesure où il a d'excellentes qualités, mais il a aussi de très gros défauts, de très nombreux défauts qui font que le visionnage est un peu chaotique, quoi. Mais on aura l'occasion d'en reparler au fur et à mesure. Là, du coup, on arrive précisément sur le générique du film, qui à mon goût vraiment très très réussi. Peut-être même la scène du film la mieux réussie. On voit vraiment ce magnifique cadavre, cette ambiance très glauque, notamment mise en valeur par la superbe musique de Bruno Coulet. Oui, on aura l'occasion d'en reparler, de la musique de Bruno Coulet. Il faut savoir que ce générique a été tourné à la fin du après le tournage du film, Kassovitz n'avait aucune idée de comment il allait ouvrir son film, et quoi de plus simple finalement que de l'ouvrir sur le cadavre. Le cadavre qui a coûté si cher. On aura l'occasion d'en reparler. Il y a aussi le fait que là, dans le livre, à la base, il y a toute la présentation du commissaire Niémans. Alors au début, ça se déroule, il est de surveillance lors d'un match de foot, si je dis pas de bêtises. C'est ça, oui. Et donc du coup, il va y avoir une course-poursuite avec un hooligan anglais, enfin tout ça, il va être dans une nuise parce qu'il va tuer un supporter adverse, si je dis pas de bêtises. Il va tuer un hooligan qui avait tué un autre supporter, voilà. Enfin, il va le tuer, il va gravement le blesser et il mourra par la suite de ses blessures. Et c'est ce qui explique qu'il va mener cette enquête à Guernon, dans un village de montagne très très reculé. C'est une sorte de mise au vert en fait, pour qu'il se fasse oublier. Et ici, pas du tout. Là, dans le film, on entre bille en tête dans le sujet, et le commissaire Niémans en fait dirige une brigade spéciale qui s'occupe des affaires à tendance bizarre, de serial killer, etc. Ce qui n'est pas un mauvais choix en soi, hein. C'est vrai que la scène telle qu'elle est dépeinte par Jean-Christophe Granger posait problème dans la mesure où on avait un commissaire Niémans très actif et qui après est resté un peu dans les clous pendant une bonne partie du film. Du coup, on avait un personnage voilà, qui n'était pas assez bien brossé, quoi. Trop actif au début et pas assez par la suite. Donc là, du coup, en fait, ça démarre vraiment avec de somptueux paysages filmés, admirablement filmés même d'ailleurs. On entre tout de suite un petit peu dans les décors de la région. Là, on a l'impression que c'est une région magnifique, superbe, calme. Mais au fur et à mesure qu'on va progresser dans le film, tout va être plus inquiétant, je dirais. Et on arrive aussi tout de suite sur un plan de dos du commissaire Niémans. Je trouve que c'est une assez bonne idée parce que ça nous permet de voir que le personnage est assez bourru. Et donc du coup qu'il a un caractère bien trempé, qu'il est assez musclé. Donc il sait se défendre. Et solitaire. Surtout solitaire. C'est surtout sa solitude qui prédomine pendant tout le film.
En sachant qu'il y avait plusieurs scènes où on le voyait de face aussi. Mais au montage, ils ont préféré garder que celle où il était de dos. Ce qui est un excellent choix, je pense. Et là, on arrive à la première rencontre avec un personnage qui ne sert pas à grand chose, si ce n'est à se faire bouffer la gueule par le commissaire Nivens. Donc, le lieutenant de gendarmerie. Ouais, et c'est assez dommage parce que ce personnage en fait en remplace un autre, qui est le lieutenant Joanneau, de la DPJ de Grenoble, si mes souvenirs sont bons, et ce personnage a été purement et simplement sucré du film, alors qu'il a une énorme importance dans le livre. Il faut savoir que le lieutenant Joanneau devait être joué par Mathieu Kassovitz en personne, et certainement trop pris par le film, ce dernier va décider de sucrer le rôle directement. Et il va le regretter plus tard, il va même admettre que c'était sa plus grosse erreur sur le film, parce que le personnage de Joanneau apportait énormément d'éléments explicatifs des Rivières pourpres, et d'éléments qui vont finalement manquer à la compréhension du film. Il faut quand même savoir que le plus gros problème des Rivières pourpres, pour la plupart de ceux qui l'ont vu, c'est qu'on ne comprend rien à l'histoire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait cette vidéo, c'est un peu pour rétablir un peu toutes les erreurs et expliquer ce qu'ils ont voulu faire, parce que le film n'est pas dénué de qualité. Alors il faut savoir aussi dans ce film que Mathieu Kassovitz a quand même pris beaucoup de liberté au niveau des personnages, au niveau de l'intrigue. Il y a beaucoup de choses qui sont dans le film et qui ne sont pas dans le livre. Ben, ça s'explique par le fait... Alors il y a plusieurs raisons. Bon, il y a déjà les choix de Kassovitz qui se débarrasse de scènes explicatives qui ralentissent son film, qui se débarrasse de personnages qu'il estime pas intéressants, chose qu'il regrettera par la suite. Et il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est il y a beaucoup de scènes qui sont tournées en extérieur dans ce film. Et ça pose problème de tourner en extérieur parce qu'on n'est pas maître de la météo. Et quand on tourne en hiver, on prend le risque de tourner avec des chutes de neige. Et c'est arrivé dès les premières scènes que vous avez pu voir. On commence une scène, il y a un beau soleil, et le lendemain, quand on vient tourner la suite de la scène où il y avait pas mal d'éléments explicatifs, il a neigé. Donc au niveau des raccords, c'est impossible, c'est ingérable. Donc les explications sont repoussées à une autre scène, mais ces explications repoussent les explications de la scène. Et voilà, ça repousse les explications au fur et à mesure, et on se retrouve avec un film qui manque de temps pour tout donner, quoi. Alors là, maintenant, on arrive justement à la fameuse université de Guernsey. Oui. Qui est très imposante, très massive même d'ailleurs, qui est limite flippante un petit peu, je dirais. Il faut savoir que cette université existe. Ils ont simplement rajouté quelques éléments décoratifs comme les colonnes en pierre et l'homme, les bras écartés, la statue, voilà. Tout ça a été rajouté par la production. Mais le bâtiment lui-même existe vraiment. En fait, tous les bâtiments que vous voyez dans le film existent vraiment. Il y a peut-être des fois les intérieurs qui ont été changés, qui ont été tournés en studio, par exemple, pour des problèmes de gestion de caméra, etc. Mais la plupart du temps, c'est vraiment des bâtiments qui ont vraiment existé. Elle fait froid dans le dos quand même, cette université. Et ce qui n'est pas aussi assez mis en valeur, c'est qu'il y a une maternité. On peut le deviner quand on voit le panneau urgence notamment, mais bon, on se doute pas qu'il y ait une maternité en fait. Ils en parlent, hein, ils le disent d'ailleurs dans cette visite. Ils ont même une maternité, je crois qu'il dit le lieutenant. Donc, mais voilà, ça tombe comme un cheveu sur la soupe, alors que la maternité est un élément central du film. Je dirais même le truc qu'il fallait absolument pas zapper, et que Kassovitz va joyeusement zapper, et qui va en fait occasionner une des premières incompréhensions du film, quoi. J'aime beaucoup cette scène justement dans les couloirs sombres qui mènent à la morgue. C'est vraiment très très glauque, très austère. Je trouve que c'est vraiment bien filmé. La scène de la morgue. Alors il faut savoir que la morgue est un décor de studio. Ils ont pris exemple sur une vraie morgue en amphithéâtre pour les universités de médecine, mais c'était pas assez grand pour déplacer le matériel, les caméras, les moniteurs, etc. Donc ils ont dû le reconstituer en l'agrandissant pour pouvoir faire passer tout le matos.
Et le cadavre, le fameux cadavre, qui Ce est... qui est marrant, c'est que le médecin légiste, en fait, il devine un petit peu les intentions du tueur. On a l'impression que dans le film, le tueur, c'est un demeuré, qu'il a tout fait n'importe comment, alors que dans le livre, en fait, c'est vraiment... On sent vraiment que le tueur, il n'a pas fait ça pour rien. Oh non, il le dit bien dans le film, hein, que c'est un travail de professionnel, je crois. Hein. Il dit que ça n'a pas été fait, que ça n'a pas été fait au hasard. Hein. Non, c'est assez respectueux du bouquin hein, pour l'instant. Hein. Et le fameux cadavre. Que le légiste, en fait, il devine un petit peu... On a l'impression comme s'il devinait un petit peu les intentions du tueur, en fait. Le cadavre, qui est absolument bidon. Ce n'est pas un acteur qui fait semblant d'être mort. Non, non, c'est un mannequin. Très bien travaillé hein, au passage. On a pu le voir dans le générique. Le travail sur les poils, les blessures, le maquillage. C'est vraiment très bien fait. Hein. C'est d'ailleurs un des éléments qui a coûté le plus cher pour le film. On dirait presque que c'est un vrai. Mais ça fait vrai. Il faut quand même remarquer que ça filme très très près, quoi. Et on n'a pas l'impression que ça fait faux. Hein. Premier plan de regard du commissaire Niemos. Alors vous allez le voir, Mathieu Kassovitz insiste beaucoup sur l'expression des visages, en fait. Et c'est que je trouve que c'est vraiment une très bonne idée parce que ça nous permet un petit peu de rentrer un peu dans la tête du commissaire Niemos, savoir ce qu'il pense. Oui. Disons que Kassovitz, étant donné qu'il a zappé énormément de scènes d'explication, il a pris le parti en fait de faire découvrir aux spectateurs les mêmes éléments que découvrent les personnages principaux. Et c'est aux spectateurs de comprendre ce qui se passe. Malheureusement, Kassovitz fait de la rétention d'informations, si je puis dire. C'est-à-dire il donne pas toujours tous les éléments. Et on se retrouve avec des scènes où le commissaire Niemos fait des déductions sorties de nulle part, alors qu'on ne nous a pas donné les éléments pour comprendre ces déductions. C'est vrai que Mathieu Kassovitz en fait laisse le spectateur un petit peu juger des événements en fait. Bien obligé. Hein. Bien obligé dans la mesure où il a zappé beaucoup de scènes explicatives. Parce que les scènes explicatives ralentissaient le film. C'est vrai que j'ai vu des extraits dans le making-of et c'est vrai que ça donnait un brutal coup de mou au film. Quoi. Et la solitude du commissaire Niemos, qui ne participe pas à l'enquête des gendarmes, mais qui mène sa propre enquête parallèle. Alors, ce qu'il faut savoir aussi sur le premier meurtre de Rémi Queloz, c'est que dans le bouquin, il y avait un personnage qui était très important et qui a été volontairement balayé du film, Sophie Queloz, sa femme. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est moins grave, je trouve, parce que c'est vraiment un personnage qui est beaucoup plus effacé dans le roman. On aurait pu un peu mieux le comprendre, le malaise de cette université, en fait. Par contre, je trouve que il y avait des scènes qui se rapportaient à Sophie Queloz. Normalement, l'inscription, je remonterai la source des rivières pourpres. Je la trouve beaucoup plus puissante telle qu'elle est décrite dans le bouquin que telle qu'elle est montrée dans le film. Je trouve que dans le film, c'est... Non, ça n'a pas le même impact. C'est pas assez marquant, en fait. Le cabinet du docteur Chernezet. Un vrai décor, encore une fois. Même l'intérieur n'a pas été fait en studio. C'est le vrai décor qui a été réaménagé, bien sûr, pour l'occasion. Alors là aussi, il va y avoir une assez grosse incohérence scénaristique. La peur des chiens du commissaire Niemos. Un élément du personnage qui est malheureusement, je trouve, assez sous-exploité. C'est présent, mais ça n'a pas une grande importance sur l'histoire. Et voici notre cher docteur Chernezet, joué par Jean-Pierre Cassel, le père de Vincent Cassel. Et là, oui, c'est là vraiment que le film commence à avoir quelques soucis. Par exemple, ils ont conservé la scène de rencontre de l'immense et de Chernezet presque telle qu'elle est faite, telle qu'elle est décrite dans le livre. Sauf que, comme on a supprimé le personnage de Joanneau, elle n'a pas du tout le même sens. Il faut savoir que le personnage de Chernezet, tel qu'il est décrit dans le film, n'est pas du tout le même, quoi. Là, on a l'impression que c'est le bon médecin de campagne, la bonhomie du personnage, quoi, vraiment sympathique,
alors que c'est un personnage très machiavélique, très dangereux. Et voilà, le fait que Joanneau ait disparu de la circulation, eh bien, le personnage de Chernezé eh ben, perd en puissance, je trouve. Là, c'est un personnage qui est là, mais voilà, il n'a pas le même impact que dans le livre. En fait, le problème, c'est que Mathieu Kassovitz, en fait, va passer sous silence ou va dézinguer des personnages qui, pour le spectateur lambda qui n'a pas lu le livre, ne peuvent paraître pas importants, alors que c'est tout le contraire, en fait. Le professeur Chernezé, c'est vraiment un personnage central du bouquin, en fait, et là, la manière dont Mathieu Kassovitz l'aborde, ben il bousille le personnage, quoi, en fait. C'est vraiment dommage. Voilà, il faut savoir que Chernezé, voilà, c'est au moment où on le voit se changer, en fait, à ce moment-là, il a tué le lieutenant Joanneau, qui lui avait remonté la bonne piste jusqu'au tueur, en fait. Le professeur Chernezé s'étant rendu compte qu'il brûlait au niveau de la vérité, a décidé de le supprimer. Et donc, comme sa blouse était tachée de sang, il est en train de se changer. Et c'est à ce moment-là que le commissaire Nimance arrive. Et du coup, ils ont gardé la scène telle qu'elle est décrite dans le livre, mais elle n'a pas du tout la même signification. D'où une certaine incohérence scénaristique dans le film. Voilà, c'est ça le problème. Il a fallu réécrire les scènes, et voilà, ça correspond plus du tout à ce qu'on connaît. Pourtant, Jean-Pierre Cassel joue très bien son rôle, hein. Il apporte même des indications sur le mode opératoire de l'assassin, hein. Le fait qu'il enlève les yeux, qu'il coupe les mains, et qu'il prive ainsi les cadavres de leur identité, hein, puisque les mains et les yeux sont ce qui nous représente. Ce sont des éléments uniques de notre corps. Personne n'a les mêmes yeux ni les mêmes empreintes digitales. Voilà. C'est dommage. C'est dommage de ne pas avoir gardé Joanneau, hein. Mais encore une fois, je répète, Kassovitz regrettera ce choix malheureux. Il le dit lui-même dans le making-of. C'est l'une des plus grosses erreurs qu'il ait faites sur ce film. Il y a aussi Chernezé, en fait, qui invoque, notamment quand ils sont dans le bureau en train de discuter avec le commissaire Nemens, qui invoque un autre fait important. Il invoque justement que les enfants des montagnards, justement, suite à cette conspiration, attrapent beaucoup d'infections à la naissance, en fait. Et donc, du coup, déjà rien que ça, c'est étrange. Oui, contrairement aux enfants de la faculté qui, eux, deviennent subitement vigoureux alors que il y a encore une génération, ils avaient des tares génétiques parce que les professeurs de la faculté avaient tendance à se marier entre eux depuis trop longtemps. Donc le sang s'appauvrit et il y a donc des maladies génétiques. Et bizarrement, maintenant, les maladies se transmettent aux enfants des montagnards et plus aux enfants des universitaires. Donc de quoi rajouter de la frousse supplémentaire. Ouais. Et changement de décor avec l'arrivée de Vincent Cassel en Max Kerian. Alors là aussi une grosse différence par rapport au livre, puisque le personnage de Max n'existe pas, puisque le deuxième flic à mener l'enquête est en fait un beurre avec des rastas qui s'appelle Karim Abdouf. Mais comme voilà, Vincent Cassel était très pote avec Kassovitz, et ben voilà, hein, on embauche Cassel et on change son personnage, quoi. Bon, l'idée est là, hein, c'est toujours un loupard qui est devenu flic avec des méthodes un peu limites, hein. Mais moi franchement c'est dommage, j'aurais préféré le personnage original, quoi. Moi, de ce que j'ai à dire de ce personnage, c'est que malheureusement il est dans le film alors qu'il ne devrait pas y être, quoi, en fait. C'est l'archétype du personnage que je déteste. Et pour moi, il ne colle absolument pas à la vision de Karim Abdouf du livre. Et d'ailleurs, tout est inventé de toutes pièces. Rien de ce que vous verrez avec Vincent Cassel dans le film n'a de cohérence avec le bouquin. Excepté peut-être quelques scènes, mais ce personnage, en tout cas, me sidère. Après, le personnage de Vincent Cassel, disons que Cassel, ce qui est assez effarant, c'est, il le dit lui-même, il n'a pas lu le scénario et on lui faisait tourner des scènes au jour le jour et il comprenait rien de ce qu'il faisait, quoi. Il est assez particulier comme acteur, quand même.
Mais en fait, j'ai l'impression que ce rôle a été inventé pour lui, en fait. Mais dans le bouquin, c'est du fait sur ça mesure. crée une réponse un petit peu forte qui se répercute sur le film, du coup. C'est ça qui est dommage. Alors il faut savoir... Pardon, excuse-moi. Le choix d'acteur a quand même beaucoup d'importance, notamment pour un personnage important tel que Karim Abdouf. Et c'est ça qui est vraiment dommage, c'est que dans le film, on ne sent pas la présence de Karim Abdouf, quoi, à aucun moment. C'est surtout que Karim Abdouf, il a... Mais encore une fois, c'est vrai qu'on ne sait rien des personnages, mais tous les personnages, que ce soit Nimance, que ce soit Karim Abdouf, ils ont un passif très important, qui est très détaillé dans le livre, et qui ici est à peine reflété, quoi. Et là, on arrive à un autre moment un peu grotesque du film, où on découvre tout de suite le nom de Julie Theroux, alors qu'à la base, normalement, c'est la tombe de Jude Itero. Et peut-être que par manque de temps, Mathieu Kassovitz a voulu justement nous donner plus de réponses plus rapidement. Mais là encore, au détriment, je dirais, du bouquin, le film perd de son charme. Moi je pense c'est que surtout l'enquête de Karim Abdouf, et donc de Max Kerkerian, était beaucoup plus complexe et anarchique que celle du commissaire Nimance dans le bouquin. Il y avait beaucoup d'étapes dans l'enquête de Karim Abdouf, et du coup il fallait que les deux acteurs aient à peu près le même temps de présence à l'écran, et il fallait que Karim Abdouf aille aussi vite que Nimance, quoi, dans l'avancée de l'enquête. D'où je pense un certain parti pris de résumer les actions de Karim Abdouf, quoi. La scène de l'école est très importante dans le livre, alors qu'ici elle est résumée en quoi 2 minutes. Ouais, mais l'idée principale que on cherche à effacer le visage de Judith Hérault, puisque là on va rester sur le film, puisqu'on va zapper le passage où il croit chercher un petit garçon et il se rend compte que c'est une petite fille. L'idée y est, l'idée de base y est, donc bon, on va pas... En fait, je dirais que le film tient la route pendant à peu près 1 heure. Ce n'est qu'après 1 heure que le film commence à gentiment dérailler, quoi. Et c'est vrai que l'institutrice a beaucoup de courage, puisqu'il me semble me souvenir que justement, elle ne savait pas vraiment à quoi s'attendre de son rôle, notamment comment jouer son personnage. Et je trouve que bizarrement, elle s'en tire plutôt pas mal. Je crois que le pire, c'est le rôle de la bonne sœur, mère de Judith Hérault. Parce que c'est elle qui détient toutes les clés, et on lui a fait jouer à l'actrice un rôle d'illuminé, et elle comprenait pas du tout de quoi elle parlait. Et elle leur a dit, d'ailleurs, je comprends pas de quoi je parle, mais bon, voilà, je dois tourner cette scène, je la tourne, mais je ne sais pas de quoi on parle. C'est un petit peu le problème de Mathieu Kassovitz, en fait, c'est qu'il a trop pris de liberté par rapport au livre. Et c'est ce qui fait que le film n'a pas le charme du bouquin. Ben, le problème, si tu veux faire un film qui soit extrêmement fidèle au livre de Jean-Christophe Granger, il te faut un film de 6 heures, quoi. Il y a tellement de péripéties que, voilà. C'est ce que je dis, en fait, Les Rivières Pourpres, ça pourrait faire une excellente mini-série, quoi. Tu fais, allez, mettons 6 épisodes de 45 minutes, et chaque épisode se centre sur un personnage, c'est-à-dire, t'as un épisode sur Nimance, un épisode sur Cassel, Max Kerkerian, ou Karim Abdouf, hein, c'est selon, et voilà, et le dernier épisode, ils se rejoignent. À ce moment-là, oui, ça peut être jouable, mais pour un film censé être diffusé au cinéma, voilà, n'a pas l'influence de Peter Jackson qui veut. Quand on te demande un film assez grand public, t'as un cahier des charges à respecter, donc une durée, voilà, 1h30, 2 heures maximum. C'est vrai, c'est rare les films de 3 heures en France, quoi. Même aux États-Unis, hein, il y a bien que Peter Jackson avec Le Hobbit Le Hobbit et le Seigneur des Anneaux qui te fassent des films de plus de 3 heures. La fameuse scène des archives du Fossoyeur,
Je trouve que c'est un grand moment de n'importe quoi. Il a un système de classement bien à lui. En effet. Et c'est aussi une scène un peu vite faite pour nous expliquer un peu les circonstances de la mort de la petite Judy Perron. Faut savoir que cette scène a engendré un grand moment de fou rire auprès de Vincent Cassel parce qu'il devait faire une réplique. On a reconnu parce qu'il ne restait que quoi? Un doigt. Rien que ça, le fait qu'ils disent un doigt, ça le faisait marrer. Donc apparemment, grosse scène de fou rire, quoi. Faut dire que la scène telle qu'elle est montrée, elle est un peu risible. C'est vrai que on sent pas une grande tension, quoi. Et là encore, on voit encore énormément de plans sur les visages. C'est vraiment la spécialité de Mathieu Kassovitz, filmer les visages en fait. Bah, je pense aussi que comme le film porte sur l'identité, on en a déjà parlé avec Chernezet, les visages sont très importants aussi. Et il y a une scène justement un petit peu plus tard qui permettra de comprendre un petit peu la relation entre le commissaire Niemans et Fanny Ferrara, un autre personnage très important du film et du bouquin. La faculté, que l'on voit un peu mieux. Il y a une chose dont on n'a pas trop parlé jusqu'à présent, c'est la musique de Bruno Coulet, qui apporte vraiment beaucoup au film. C'est vraiment un personnage à part entière, la musique, dans ce film. Et c'est vrai aussi que justement, au niveau de la musique, il a réussi, pour chaque scène, pour chaque moment clé du film, à trouver des thèmes différents. Et j'aime beaucoup notamment tout ce qui est les thèmes liés à l'université et à la ville de Guernesey, qui sont pour moi très symptomatiques en fait de l'ambiance du film, qui est absolument excellente. Malheureusement, en fait, sur le CD de la BO originale, il y a dû avoir un problème de mixage, parce qu'on n'entend pas tous les éléments, je dirais peut-être un peu plus importants que contient la BO en fait. Mais je vous conseille quand même d'avoir le CD parce que c'est vraiment une BO très marquante pour un film qui l'est malheureusement un peu moins. La bibliothèque, le poumon de l'université, un élément central du bouquin d'ailleurs. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. Puisque la bibliothèque sera au cœur d'une scène qui n'a pas été comprise par tout le monde. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que dans ce court passage Niemans passe de bureau en bureau, on voit bien que les élèves sont placés de manière un petit peu étrange. Et ça, dans le film, c'est pas très très bien abordé en fait. Bah, trop fugacement. C'est un peu le problème en fait. En fait, le problème de ce film, c'est que, comme l'aiment le prétendent les producteurs et réalisateurs, tous les éléments pour sa compréhension y sont. C'est vrai, il y a beaucoup d'éléments qui permettent la compréhension du film. Le problème, c'est que c'est montré de manière trop fugace. À l'image voilà, de la scène où Niemans contemple les trophées de l'université, qui est lourde de sens par la suite, mais c'est beaucoup trop fugace. À aucun moment, Kassovitz ne revient dessus via des scènes de flashback ou quoi que ce soit. C'est un petit peu dommage. En sachant qu'il y avait des scènes de flashback qui étaient prévues à la base, et Kassovitz n'a pas voulu les tourner, estimant que ça rendrait son film ridicule. Je vois pas en quoi ça l'aurait rendu ridicule à partir du moment où ça permettait aux spectateurs de comprendre de quoi il parlait, quoi. Là, du coup, on arrive à une scène qui est vraiment, je dirais, une très belle scène de film, avec, comme pour Chernezet, un personnage important du film, mais qui l'est, je dirais, même beaucoup moins dans le livre, le fameux recteur de l'université. Alors ici, on dépeint le personnage comme un vrai petit salaud qui veut tout diriger et tout ça, alors qu'en fait, dans le livre, c'est pas du tout ça. On n'en parle presque pas dans le livre. Ben, le recteur dans le livre, il est assez bizarre en fait. Même moi, en ayant lu le bouquin, je me demande encore s'il sait pour le complot des rivières pourpres ou si il est vraiment dans l'ignorance.
Je pense que quelque part il doit se douter de quelque chose, mais comme ça l'arrange bien, d'une certaine manière, il préfère fermer les yeux. Alors que dans le film, ils le font pleinement participer au complot, quoi. C'est, comme dit Kassovitz, c'est le personnage fourbe dans toute sa splendeur. Et il est très fourbe, effectivement, dans ce film. Alors que normalement c'est l'ophtalmologue Charnezet qui est le conspirateur, alors qu'ici dans le film on dirait que c'est le recteur qui est passé justement. Oui, on a l'impression que le rôle de Charnezet est passé au recteur en fait. Mais c'est aussi dû au fait, je pense, que comme au départ on a quand même un trio de conspirateurs, et on a quand même 2 membres du trio qui sont déjà morts à ce moment-là du film. Enfin, deux membres du trio qu'on ne voit jamais. Ou alors à l'état de cadavre. Et le seul qui est encore vivant, c'est Charnezet. Alors le fait de rajouter un 4e larron, ça permet de personnifier un peu la menace, en fait. Nous arrivons donc dans la chambre de Rémi Kéwa. Une scène un peu poussive, je trouve. La découverte de sa thèse. C'est là aussi qu'il y a un élément très important du film auquel je ne sais pas si tu as fait référence, Baf, c'est que quand il va regarder la thèse, on va bien voir une image un petit peu bizarre de bouche déformée. Et c'est justement ces images de bouche déformée qui m'ont fait prendre conscience que c'est un élément vital, notamment pour la fin du film, concernant un personnage en particulier. Oui, je n'avais pas remarqué cet élément, donc on y fera bien attention quand on arrivera à ce moment-là. Un des aspects de la thèse, voilà encore un élément sous-entendu, c'est que cette thèse a été écrite sur plusieurs générations en fait, puisque c'est le père de Rémi Kéwa qui a commencé la thèse, et Rémi Kéwa la poursuit en fait. Ça se voit notamment par des pages qui sont manuscrites, et d'autres qui sont tapées à la machine. Et là, le gros truc que je ne comprends pas, c'est Nous sommes les rivières pourpres. Le titre de la thèse, c'est Nous sommes les rivières pourpres. C'est un élément qui est beaucoup plus caché dans le livre. La base du complot, c'est justement sa discrétion. Et là, il nous jette ça à la figure, comme ça, sans sourciller. Je trouve ça assez grotesque. Bah, ce qui est dommage surtout, c'est que en fait, le spectateur n'a pas besoin de chercher, on lui donne l'information comme ça sur un plateau, et puis après, ben, débrouille-toi, fais-en ce que t'en veux. Ben, on l'a l'information dans le livre, mais Nimance passe plusieurs heures à fouiller l'appartement avant de tomber sur l'inscription, quoi. Et là, c'est directement sur la thèse, quoi. C'est un peu ridicule, quoi, pour des gens qui aiment se cacher, quoi. C'est un raccourci un peu facile. Voilà. L'introduction du personnage de Fanny. Alors cette actrice, pour moi, c'est l'actrice comme Jean Reno, en fait, qui respecte le mieux le rôle de son personnage, en fait. On a l'impression qu'elle s'y investit à fond et que du coup, elle croit en son personnage, en fait. Et c'est ça que j'ai apprécié dans le film, c'est que heureusement qu'il n'y a pas que des acteurs qui sont tous comme Vincent Cassel, qui arrivent sur un plateau et qui ne sont pas forcément informés de leur rôle à jouer. Elle, on sent qu'elle a lu le bouquin, qu'elle s'investit dans son personnage. Et ça fait plaisir à voir. Ce qui est dommage, c'est que Kassovitz ne lui a pas donné suffisamment de scènes pour l'étoffer, son personnage. Elle le regrettera d'ailleurs, hein, dans le making-of, elle exprime son regret de ne pas avoir eu l'occasion d'étoffer son personnage. Alors qu'il est très puissant, son personnage. Il y avait beaucoup de choses à faire sur ce personnage-là en particulier. Et c'est vraiment dommage que, on va dire que Kassovitz le mette au second plan, quoi. Il y a une certaine fusion avec le personnage du Nimance. Je trouve qu'ils s'entendent très bien. Enfin, il y a une bonne alchimie entre les deux personnages. Et c'est assez fidèle au livre. C'est ça que j'apprécie. Deux personnages en plus qui ne sont pas si opposés, puisque Fanny prétend qu'elle déteste les intellectuels, au même titre que Nimance, hein, qui se montre très méprisant à leur égard. Hein.
Mais là, on voit qu'il y a quand même un gros raccourci dans le scénario, puisque dans le livre, à la base, je crois que Niémence est blessé, et qu'en fait, il fait la rencontre de Fanny, c'est elle qui la soigne, en fait. Oui, qu'il le soigne, ouais, après la course-poursuite en voiture, oui. Donc là, il y a un gros raccourci scénaristique. Bah, le problème, c'est que les éléments s'accélèrent à ce moment précis, alors ils pouvaient pas se permettre de reproduire cette scène, quoi. C'est un peu le drame du film, en fait, c'est la vitesse de ce dernier, en fait. On n'a pas le temps de digérer tout ce qu'on nous donne à l'écran. Oui, mais paradoxalement, le film, avec son rythme très enlevé, n'est pas désagréable à regarder du tout. Il est même assez fun, quoi. On peut pas dire qu'en regardant Les Rivières pourpres qu'on s'ennuie. Il y a un rythme trépidant tout du long qui est bien maintenu, mais ça se fait au détriment de l'enquête et des explications, quoi. Ah, et puis j'adore cette scène où Niémence scrute la montagne d'un regard, comme s'il avait trouvé la réponse qu'il cherchait. C'est... Cette scène, pour moi, elle est ahurissante parce que on croirait qu'il avait tout faux depuis le départ et en fait, non, quoi. On a l'impression que c'est un super flic qui trouve tout d'un coup, quoi. Ah oui, oui, là, il est vraiment le super flic par excellence qui fait des déductions qui sortent de nulle part d'ailleurs, hein. Faut vraiment le suivre, hein. Contrairement au personnage de Vincent Cassel qui lui cherche un petit peu une aiguille dans une meule de foin. Cassel, lui, son enquête est beaucoup plus terre à terre, quoi. C'est beaucoup plus physique, hein, de toute manière. De toute façon, il est très clair que Cassel, c'est les muscles et Niemans, c'est la tête, hein. Dans le binôme, ça fonctionne comme ça, hein. Après, j'ai rien contre Vincent Cassel, mais je le trouve pas charismatique cet acteur en fait. Ah bon, tu trouves? Je sais pas ce que t'en penses, Ah Baz. non, moi c'est le contraire. Je trouve qu'il a une présence quand même. Mais bon, après, est-ce que c'était le meilleur choix à faire pour les Rivières pourpres? Voilà, on embauche l'ami, ça va bien, mais je sais pas. Dans ce film, je trouve pas qu'il est à son aise. Ça doit peut-être tenir du fait qu'il ne comprenait absolument rien de ce qu'il jouait. Et il le dit lui-même dans le making-of, puisque le scénario changeait au jour le jour, et qu'il avait l'impression de répéter 10 fois la même chose. Et il a dit à un moment à Kassovitz, mais je ne comprends absolument rien à ton truc. J'essaye de comprendre, j'essaye de m'investir, mais je ne comprends rien. Alors je vais arrêter d'essayer de comprendre, je vais jouer ce que tu me demandes, mais sache que je ne comprends rien de ce que tu me fais jouer. Je dirais c'est un peu le drame de son enquête en fait, parce que là on est dans la phase où il rencontre Sœur André. Le problème c'est que Sœur André, là on va y perdre 10-15 minutes de film, alors que le plus important c'est la mère. Et là Mathieu Kassovitz il a fait un raccourci. Il a mélangé Saint-André et la mer en même temps. Il en a fait une seule et même personne. Oui. Pour gagner du temps et je trouve ça vraiment dommage parce que cet élément-là en fait bousille un petit peu l'intérêt de l'intrigue de l'enquête justement de Max Carcagnan. Ben, c'est surtout que du coup la mère tient des propos très, très mystiques, alors que dans le livre elle est beaucoup plus terre à terre. Même extrêmement terre à terre, hein. Ce n'est pas quelqu'un qui a perdu la raison, comme le laisse sous-entendre le film, hein. Et du coup, on se paye un dialogue assez obscur, qui ne prend son sens qu'à partir du moment où on a compris l'intrigue du film. Mais comme le film est très obscur, Les Rivières pourpres, c'est littéralement le film qu'il faut regarder avec le bouquin sur les genoux, parce que sinon, vous allez aux toilettes ne serait-ce que 2 minutes, vous ne comprenez plus rien en revenant, hein. C'est le drame de ce film, quoi. Alors je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai vu le film pour la première fois au cinéma, j'ai beaucoup sursauté, notamment cette scène-là. Je trouvais qu'au niveau de l'ambiance, au niveau des dialogues, c'était vraiment quelque chose d'assez flippant. Notamment quand on voit à la fin ses yeux qui sont tout, comment dire, Aveugle. s'ils étaient morts. Et je trouvais vraiment cette scène très, très flippante en fait. Avec la musique qui s'y rapporte de Bruno Coulet. Vraiment une des scènes, je dirais, les plus réussies au niveau de l'angoisse.
Ouais, vraiment une scène qui prend au tripes, quoi. Il y en aura d'autres dans le film auxquels je ferai allusion. Il y a un gros travail aussi au niveau de la lumière, au niveau... voilà, ça participe grandement à l'ambiance, quoi. Il n'y a pas un décor qui est plus faible que l'autre, excepté peut-être la dernière scène, mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais sinon, il y a une certaine teneur au niveau des décors qui se maintient tout du long, et c'est très appréciable en fait. Oui, comme tu le disais, il y a vraiment un gros travail au niveau de la lumière sur ce film. C'est assez impressionnant en fait. C'est bizarre parce que dans ce film, on a l'impression que tout a été fait à la va-vite, mais quand on regarde, il n'y a que le scénario qui a été fait à la va-vite. Le scénario n'a pas tellement été fait à la va-vite, hein, en sachant qu'il a été écrit avant le tournage. Ce n'est qu'au moment du tournage, et comme je te dis, avec des problèmes de scène qui n'étaient plus raccords, et qu'il a fallu décaler des explications, il a fallu réécrire le scénario au jour le jour. Et ça a décalé les explications, et ça a entraîné beaucoup plus de complications, quoi. Mais après, il y a effectivement des choix de la part de Kassovitz qui sont malheureux, hein. Le fait de se débarrasser de Joanneau, le fait de ne pas utiliser de flashback qui aurait permis une meilleure compréhension de l'intrigue, c'est une faute, je dirais pas gravissime, mais voilà, pour un réalisateur professionnel, je trouve quand même que il s'est compliqué la tâche inutilement alors qu'il avait tous les éléments possibles pour pouvoir faire un film tout à fait correct. Parce que ce qu'on reproche aux Rivières Pourpres, c'est pas tant le fait que ce soit un film qui soit... le film est quand même apprécié d'une certaine manière, mais les gens n'ont pas compris l'histoire. Et ce, même si Kassovitz se défend en disant mais j'ai mis tous les éléments pour la compréhension du film. Oui, mais tu ne les as pas explicités. Il y a de trop rares scènes où les personnages se posent et font un bilan de ce qu'ils savent et de ce que ça implique. Il y a très peu de scènes comme ça. Et quand il y en a, elles sont noyées dans des scènes d'action. Donc on est embarqué dans la scène d'action et on ne prend pas le temps de réfléchir. Ben, c'est un peu le problème de ce thriller. En fait, un thriller, à la base, c'est censé nous faire un petit peu d'angoisse et nous faire réfléchir aussi en même temps. Et là, le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de réfléchir, en fait. Tout va trop vite. C'est cela. Alors là, on arrive à une scène que j'aime beaucoup, qui est la scène de l'hélicoptère. Quand ils vont sur le glacier. Je trouve que c'est une des scènes les plus belles du film. Au niveau de la lumière, au niveau du paysage, je veux dire, tout est... Même la musique, tout est somptueux, en fait, dans cette scène. C'est le paysage, c'est froid. Ça a été une des scènes les plus compliquées à faire avec celle de l'avalanche. À savoir que ils ont tourné en altitude et donc voilà, beaucoup plus de fatigue due au manque d'oxygène. Et les acteurs font eux-mêmes toutes... alors est-ce qu'on peut parler de cascade à ce niveau-là, c'est-à-dire marcher sur la neige? Parce qu'aux États-Unis, Kassovitz expliquait que dans le making-of que les Américains, ils ont l'habitude d'utiliser des doublures, parce que comme les personnages sont loin, on se moque que ce soit les vrais acteurs, quoi. Alors que là, Jean Reno et Nadia Fares ont vraiment marché sur le glacier, sont vraiment descendus en rappel, le tout sous la supervision d'équipes professionnelles, évidemment, mais voilà, c'est quand même important de le souligner, des acteurs qui se donnent à fond dans leur rôle, c'est de plus en plus rare, quoi. Mais ça montre aussi justement les difficultés au niveau du budget pour les films français à envergure comme celui-là, un petit peu, parce que c'est quand même un film qui... Enfin, c'est pas n'importe quel petit film français, quoi. On sent que c'est une grosse pointure. Mais le problème de ce film, c'est qu'évidemment, il veut rivaliser avec les grosses productions américaines, mais il n'a pas le budget pour rivaliser avec les grosses productions américaines. Donc on a l'impression qu'on essaye de singer quelque chose qu'on ne pourra de toute manière pas avoir à 100%, quoi. Donc tout est raccourci et raboté, en fait. Que ce soit ne serait-ce que les scènes d'action, quoi. Les scènes de combat, les scènes de course-poursuite, par exemple, sont très très courtes.
et était prévue pour être beaucoup plus longue à la base. Alors la scène du glacier, pour moi, est une petite déception, dans la mesure où la découverte du second cadavre ne se passe pas du tout dans les mêmes circonstances. Donc on a déjà parlé du fait que l'assassin arrache les yeux et coupe les mains de ses victimes pour les priver de leur identité, mais il faut aussi savoir que les enquêteurs ne découvrent jamais les cadavres de visu, c'est-à-dire ils voient d'abord le reflet des cadavres avant de trouver le lieu exact où ils sont. Et là, notamment dans la scène du glacier, en fait le cadavre, il voit son reflet dans la paroi où ils sont en train de descendre en rappel, et en fait le cadavre est de l'autre côté en fait. Et là, ils ont transformé ça par une scène de cache-cache dans un espèce de tunnel. Même si la scène est assez jolie à regarder, elle est assez, comment dire, incompréhensible. La découverte du second cadavre est incompréhensible. Enfin, moi, je trouve que dans la vraie vie, ça ne pourrait pas se passer comme ça. Et surtout, le fait, l'histoire des reflets implique une révélation sur l'assassin qui est sous-entendu dans le livre, mais qui prend tout son sens quand on a un petit peu réfléchi à la question. Et là, on n'a pas cet élément, en fait. Et c'est un petit peu dommage. Oui, ce qui est dommageable, en fait, c'est que c'est censé être un thriller. Donc on est censé, en voyant le film, essayer de comprendre un petit peu les motivations du tueur. Mais là, on ne comprend pas les motivations du tueur, en fait. On comprend son mode opératoire, mais on ne comprend pas ce que cela implique pour le tueur, en fait. Et c'est dommage parce qu'il a une mise en scène très précise et très particulière que Kassovitz a littéralement balayé d'un revers de main, quoi. Il a vraiment gardé que le côté le plus spectaculaire de la chose, et tout ce qui était un peu plus implicite, il l'a mis au rebut, quoi. Exactement, c'est mon gros reproche que je fais à ce film, en fait. C'est son rythme, c'est les choix de réalisateur, en fait. Je suis convaincu que s'il y avait eu un autre réalisateur à la place, le film aurait peut-être gagné en intérêt. Et nous arrivons à une scène que tu apprécies grandement, cher Matthias, la fameuse scène de la baston proprement dite. Ah oui, cette scène-là, c'est du grand n'importe quoi. Peut-être que Kassovitz a voulu se démarquer, ou peut-être que Cassel a voulu faire son one-man show, enfin... Je pense que... Bon, déjà, je pense que Kassovitz avait l'intention de mettre une scène de baston, parce que pour lui, c'était un film à l'américaine qui devait remplir un cahier des charges très précis. Et là-dessus, c'est rajouté Cassel, qui est très casse-cou, hein, comme l'a découvert Christophe Gans sur le Pacte des Loups. Donc, il n'allait pas se priver d'une bonne scène de baston. Non, je pense aussi, pour pas perdre le bon public, qu'il fallait un petit peu d'action, en fait. Oui, voilà, ça fait quand même plus d'une demi-heure que le film a commencé, il faut de l'action. Et comme on n'en a pas eu pour la scène d'introduction, voilà, il en faut absolument une. Mais bon, peut-être que Vincent Cassel s'est rendu compte qu'on l'a donné un peu dans son rôle, que c'était Jean Reno, en fait, la superstar du film. Donc peut-être que lui, il s'est dit, ah, il faut que je me montre, il faut qu'on me donne une scène où je prenne de l'importance, où je donne des coups de poing, des coups de pied. Et puis peut-être que Mathieu Kassovitz, ça finit par céder, et du coup, ça nous donne une scène un peu grotesque, avec une musique qui n'est pas de Bruno Coulet, mais qui est en tout point originale, parce qu'on pourrait comparer ça à une sorte de combat de jeux vidéo, en fait. Mais c'est tout à fait ça, en fait, hein. La mise en scène est même calquée sur les jeux vidéo de baston, hein. D'ailleurs, on entend les commentaires du jeu vidéo par-dessus la baston, et ça correspond pleinement, voilà, New Challenger, voilà, c'est le deuxième combat de Cassel, quoi. C'est très jeu vidéo, quoi. En fait, c'est un gros délire, effectivement. C'est comme ça qu'il faut voir la scène, en fait. Parce que finalement, quand on y réfléchit, elle ne fait pas tellement avancer l'intrigue, elle est assez gratuite, c'est juste pour le fun, quoi. C'est vraiment à partir de cette scène que le film perd en intensité, en fait. C'est vraiment cette scène qui, pour moi, en fait, va faire basculer le film, je dirais, un petit peu vers son côté obscur. Sachant qu'il y a une petite anecdote sur ce film, c'est que certains coups portés ont véritablement été portés, en fait.
le coup de boule où Cassel se tient la tête, il a vraiment donné un coup de boule à son partenaire, quoi. Sans parler du fait qu'il se fera péter le nez et que la scène va rester dans le film, quoi. Vous verrez à un moment, il y a un coup de poing, un méchant coup de poing qui part et le nez de Cassel se disloque. Pourtant, ils avaient répété, hein, mais bon, voilà, hein, les risques du métier. C'est marrant, on dirait qu'ils nous font une chorégraphie de danse, en fait. Ils ont passé, je sais plus, ils ont passé plusieurs mois à la répéter, hein, cette scène de baston. Hein. Comme quoi, elle n'a pas été improvisée, quoi. Elle a été prévue de longue date. Hein. En tout cas, je sais pas toi, mais pour des skins, je les trouve vraiment gentils. Bah, c'est surtout... En plus, il y en a un, voilà, il a encore tous ses cheveux. Alors, comme dit Kassovitz, l'explication, c'est qu'il vient juste de sortir de tôle, en fait, le barbu. D'où, voilà, son côté un peu revêche envers l'autorité policière. Voilà, et toute la scène toute la scène d'information qui vient derrière, déjà, elle est en totale improvisation, et puis, elle apporte pas grand-chose, du coup. On aurait pu se passer des skins, quoi, finalement. Mais il fallait une scène d'action pour, je pense, le cahier des charges. Il en fallait absolument une. Donc, bon. La scène où Max Cacagnan lance le tabouret dans le bar m'a beaucoup fait rigoler. C'était peut-être pas censé être une scène super drôle, mais ça m'a fait beaucoup rire. Mais il y a des moments où on rigole beaucoup dans ce film. Hein. Et je pense que c'est une volonté aussi du réalisateur, parce que le sujet est quand même assez sérieux et il faut par moments des moments pour décompresser, quoi. C'est vrai que si le film était lourd à 100% tout du long, est-ce que ça aurait marché aussi? Je sais pas. C'est ça qui m'énerve un peu en France. En France, aujourd'hui, t'es pas capable de faire un film sérieux sans humour, en fait. C'est pareil pour le thriller, en fait, c'est la même chose. En fait, c'est le problème de ce thriller, en fait. Ils ont essayé de mettre de l'humour, mais l'humour ne colle pas, en fait, là-dedans. Le sujet est trop sérieux, en fait. Trop grave. Et l'humour trop gras, surtout. Voilà. Si encore c'était de l'humour fin, mais c'est de l'humour parfois en dessous de la ceinture, quoi. Alors là, on arrive à une scène que j'aime beaucoup aussi, on apprend à en savoir un petit peu plus sur le meurtre, tout ça, et on voit justement Niémans et Fanny qui se parlent. Là encore, j'aime bien le travail de Mathieu Kassovitz parce que il fait vraiment un effort sur les visages, et notamment celui de Nadia Fares, que je trouve vraiment très expressif en fait, très intéressant. C'est vrai que je la trouve absolument radieuse dans ce film. Je trouve vraiment dommage de ne pas lui avoir donné plus de scènes à tourner. Quoi. D'autant qu'elle a un personnage très très fort, quoi, absolument formidable, quoi. Il y a des acteurs qui tueraient pour avoir un rôle pareil, quoi. Et le rôle a été massacré. C'est dommage, vraiment dommage. En fait, j'ai presque envie de dire, je serais presque d'accord avec toi, Cassel vampirise trop l'écran du coup. Ouais, mais c'est exactement ça. Et là, le problème, on retourne... En fait, ça va trop vite là maintenant. C'est un coup Reno, un coup Cassel. Là, il y a une brutale accélération. Là. Dans le film, on le sent. Alors, petite anecdote au passage, la voix qu'on entend dans la CB, c'est celle de Mathieu Kassovitz. Petit clin d'œil, au passage. Là, l'explication rapide de la voiture qui était recherchée. Et qui appartient à Philippe Sertis. Oui. Et la deuxième victime de Jean Reno s'appelle Philippe Sertis. Donc c'est la même personne, donc les deux enquêtes se rejoignent à ce moment précis. Faut le préciser parce que même là, il y a des gens qui ont pas compris comment les deux personnages se retrouvaient au même endroit au même moment, quoi. La scène du commissariat. Alors une petite anecdote, c'est vrai que le gendarme qui accompagne Niémans, il a jamais de képi. Parce que Kassovitz trouvait ça ridicule de lui mettre un képi au chef des gendarmes. Alors, voilà, c'était une petite scène qui servait à rien, moi j'ai trouvé, mais bon. Ben, si, ça permet de dire où va Niémans, quoi.
Mais bon, c'est déjà assez obscur comme ça, alors si en plus on se met à éliminer des scènes pas très utiles mais qui permettent de comprendre où est-ce qu'on va, après c'est bordélique quoi. On comprendra rien du tout. L'arrivée de Max Kerkerian chez Certis. J'allais dire Kevoa, c'est Certis. J'aime beaucoup ce moment. Je me rappelle avoir beaucoup sursauté aussi au cinéma. Puis je trouve les personnages de Certis assez fascinants, assez angoissants. Même si on le voit pas beaucoup dans le film. On le voit pas du tout, on le voit à l'état de cadavre, quoi. Ça mérite d'être clair. Mais son développement dans le livre est, je trouve, très intéressant. Le choix des décors est franchement génial, quoi. C'est toujours des décors assez angoissants, quoi. Ternes. On se sent jamais en sécurité, quoi. Puis la musique de Bruno Coulet ici est vraiment adaptée à ce moment je dirais, d'angoisse. Voilà, l'arrivée de Niemans derrière. Dès que la caméra disparaît, en fait, t'as Reno qui a couru pour après braquer. pour après braquer Vincent Cassel, quoi. C'est. Bouge pas. Le choc des générations, c'est un truc qui n'était pas du tout dans le bouquin en fait. Parce que finalement dans le bouquin les personnages se croisent assez peu. En effet. Alors que dans le film ils font équipe pendant une grosse partie du film, pendant la deuxième partie du film quoi. Et alors que dans le bouquin ils se croisent pour après se séparer, pour se recroiser plus tard, pour encore se séparer, pour après finalement se recroiser. Enfin c'est. On peut pas dire qu'ils fassent vraiment équipe, quoi. Ils mènent chacun une enquête parallèle, mais ils ne mènent pas du tout. Ils suivent pas du tout les mêmes pistes. C'est justement un petit peu le défaut du film, c'est que il n'y a pas ce côté enquête parallèle en fait, ou très peu. Bah, au début, et après, dès la deuxième partie, voilà, ils sont en connivence. Oh, les blagues, ça vole pas haut hein, quand même les blagues entre Reno et Cassel. Ça fonctionne, le duo fonctionne, mais c'est vrai que c'est pas très recherché quoi. Moi je sais pas, Cassel, c'est cet acteur. À chaque fois que je le vois dans un film, j'ai envie de lui mettre des baffes. Je sais pas pourquoi. Cet acteur, Disons qu'il a commencé sa carrière en jouant les loupards, quoi, et c'est par la suite qu'il va vraiment avoir des rôles beaucoup plus intéressants, quoi. Ah, la scène des chiens, oui. Comme j'ai sursauté quand il y a eu le jetement des chiens au cinéma, je me rappelle. Ça aussi, et puis ça, c'est complètement absent du bouquin, ça, par contre. On sait qu'il a peur des chiens, mais à aucun moment il est confronté à sa phobie. Ce qui est assez curieux, quoi. Moi, quand j'ai lu le bouquin, je pensais vraiment qu'il y aurait une scène comme ça où il serait confronté à ses peurs, et ben même pas, quoi. Alors si ça a une importance avec le rôle du lieutenant qui meurt au tout début du bouquin, et parce qu'il l'envoie dans un institut pour aveugles, et il refuse d'y aller parce qu'il se dit, qui dit aveugle dit chien aveugle. Et en fait l'institut il est équipé avec de l'électronique pour justement se passer des chiens. Donc du coup il envoie le lieutenant Joanneau à la mort, alors qu'il aurait très bien pu mener l'enquête lui-même, parce qu'il n'y avait pas de chien, quoi. Donc c'était l'ironie de la situation, quoi. Mais il est jamais confronté physiquement au chien, quoi, dans le bouquin. Ce que j'aime bien dans le film, c'est que ce soit chez Rémi Calois ou chez Philippe Certis, on voit assez bien justement que c'était des tarés en fait. Là, notamment chez Certis, il y avait beaucoup rempli de choses assez étranges. Beaucoup plus Certis, oui, cette histoire de manipulation génétique chez les chiens. On se rapproche un peu du mobile des meurtres, là.
Rémi Calois et sa thèse aussi. Ouais, mais sa thèse arrive plus tard. Bon, c'est vrai que sa thèse, elle est assez... On la voit un petit Ouais, peu. le recueil, la thèse était assez malsaine dans ses images qu'on pouvait voir fugacement. Alors, le deuxième cadavre, qui lui, pour le coup, n'est pas bidon. C'est un vrai acteur qui est resté pendant des heures à moitié à poil sur une table d'opération, sans ciller des yeux, bien sûr. Parce que bah là, on n'avait pas les moyens d'en faire un deuxième. Et vu le temps qu'on le voit à l'écran, c'était pas la peine. D'ailleurs, Jean Reno fera un commentaire en disant que le deuxième cadavre, qui est pourtant joué par un vrai acteur, faisait plus bidon que le premier. Qui était bidon. Bon, ça, c'est assez drôle, quoi. C'est pour ça qu'on le voit souvent de dos, le second cadavre, parce que on peut pas demander à un acteur de rester sans bouger aussi longtemps, quoi. C'est pas possible. Moi, ce que j'aime bien dans le film, c'est qu'on voit vraiment bien le rapport des éléments, en fait. La méthodologie du tueur, tout ça. Ils prennent vraiment le temps de le montrer à l'écran, et je trouve ça génial. Moi, j'ai à peu près bien suivi l'histoire jusqu'à cette scène, à peu près. C'est par la suite que ça commence vraiment à devenir très très compliqué. À l'image de Vincent Cassel qui comprend rien du tout d'ailleurs. Ça vous dérangerait de m'expliquer ce qui se passe? C'est vrai que c'est dommage, il manque des scènes, des petites scènes d'explication. Je ne demande pas des gros dialogues qui durent un quart d'heure, mais vraiment des petites scènes par-ci par-là, des dialogues qui permettent de faire un peu comprendre aux spectateurs quels sont les enjeux, parce que là c'est vrai on est un petit peu perdu là. L'arrivée chez Chernezet. Alors c'est vraiment une scène que j'apprécie beaucoup dans ce film. Elle est malsaine à souhait, elle est glauque et puis surtout elle est bien dans l'esprit du bouquin, je trouve. Même si elle est complètement inventée, puisque les deux personnages principaux ne sont pas confrontés au tueur tous les deux. Ils sont confrontés au tueur chacun de leur côté, en fait. Et là, ils ont de deux scènes distinctes, ils en ont fait une seule, en fait. C'est à partir de là vraiment où tout commence à aller beaucoup trop vite. Là, à la rigueur, cette scène, je l'aime beaucoup parce que c'est déjà une scène d'action, c'est une scène de tension. Et elle est bien dans l'esprit du livre, ça c'est clair et net. J'aime surtout la conclusion de toute cette scène. Qu'est-ce que je me rappelle avoir eu peur dans cette scène? Oui, alors justement, il y a un truc qui est formidable, tu feras attention, la scène du plan large où on voit le cadavre, on voit le tueur. Il est même pas caché, on le voit avec sa capuche. Et quand tu le vois, enfin quand tu l'as vu, tu ne peux que le voir, quoi. Mais le film est tellement bien foutu, t'es tellement obnubilé par le cadavre que tu ne le vois pas, alors qu'il est là. Il est là, il est là. À gauche, on le voit, on peut pas le rater, quoi. Je vais essayer de le voir justement parce que ça m'avait pas sauté aux yeux. Ah ben, tu peux pas le rater, il est même pas caché. Mais on est tellement, voilà, on est tellement obnubilé par le cadavre que moi, au premier visionnage, je l'avais complètement zappé, moi. Il m'a fallu, ouais, 4 ou 5 visionnages pour le voir. Mais c'est... Tu l'as vu, ça y est? Mais c'est énorme. C'est énorme, quoi. Je sais pas si Kassovitz l'a fait délibérément ou si c'est une erreur en cours de tournage, mais tu t'en rends pas compte, quoi. C'est génial. Et là, boum, il débarque de nulle part. Tu dis, oh la vache. En fait, il était là. J'adore le... Même aveugle. Ouais.
J'adore le travelling dans la cage d'escalier. C'est bien foutu quand même. Alors pour info, c'est Kassovitz lui-même qui fait le jogger. Je pensais que c'était qui tu sais. Ben non, pas du tout. C'était Kassovitz. Le côté un peu réel du bouquin, parce qu'il y a cette fameuse scène, Oui, justement, où le tueur tire sur un immense. c'est pas sur l'immense qui tire sur le bouquin, c'est Karim Abdouf. Oui, exact. Pardon pour la boulette. Je la trouve géniale cette scène. D'autant que voilà, c'est Reno lui-même qui a fait de la cascade parce que c'était quand même assez couillu quoi le machin. Ils lui ont dit tu vas avoir des pétards qui vont péter tout autour de toi. Faut pas que tu sois trop tétanisé non plus. C'est quand même impressionnant quoi. Quand tu sais que des acteurs comme Vin Diesel, que Kassovitz fera jouer plus tard dans Babylone AD, ils s'étaient pas foutus de faire une scène comme ça quoi. Ils se faisaient doubler. C'est c'est- c'est incroyable quoi. À la scène de la course-poursuite avec Castel. J'adore cette scène parce que elle montre bien un aspect du bouquin, c'est l'aspect, on peut en commencer à en parler, hein, euh, l'histoire de la race supérieure. On a quand même Kerkerian qui est quand même un flic casse-cou, qui est bien entraîné, qui fait du kickboxing, etc. et qui se fait littéralement distancer par le mec, quoi. Ça renvoie bien l'idée esprit sain dans corps sain, quoi. Moi, ce qui me gêne un peu dans cette scène, c'est que là, Kassovitz a voulu faire vraiment trop action au détriment du psychologique. Ah si, je trouve quand même c'est assez psychologique quand même. Justement le fait que Mascarcarian soit physiquement incapable d'arrêter le meurtrier, je trouve quand même que c'est fort, quoi. Ça montre quand même un meurtrier très. Ouais, beaucoup plus puissant qu'eux. J'aime aussi le fait que Kassovitz il ait pas mis de musique sur cette scène. Parce que je pense que Bruno Coulet il avait composé quelque chose. Et Bruno Collet, quand il a vu le film et qu'il a vu cette scène, il a dit c'est génial le fait qu'il n'y ait pas de musique. La scène en est beaucoup plus puissante du coup. Je remonterai à la source des rivières. À ce moment précis du bouquin, comme du film, ils sont complètement paumés. Moi aussi, c'est à partir de ce moment-là que moi je décroche complètement. Parce que là, ça va très vite. Il y a plein d'informations qui débarquent. L'histoire de l'empreinte digitale similaire. Là, on commence à être dans un On sent, millimélo d'informations. On se dit, punaise, mais ça doit nous mener où tout ça? on sent que le réalisateur a hâte de finir le film. Bah là, on arrive à un moment où il expliquait dans le making-of, il devait faire des scènes d'explication. Et il savait pas du tout comment les filmer. Et c'est pour ça qu'elles sont passées à l'as, hein, parce que c'était des scènes. Voilà, c'était à l'image de la scène du bar, en fait, qui arrive tout de suite après. Où on a les deux personnages qui discutent entre eux. Et ça devait durer des plombes. Là-bas, la scène durait 5 à 6 minutes, quoi. Et dans un film comme celui-ci, où le rythme est enlevé, mais ça le plombe, hein, le film. Donc, du coup. Bah, on les courte, on donne le minimum syndical et. Alors là, il y a un truc que je comprends pas. Oui, il tend la photo à Reno. Judith Hérault, elle doit être sur cette photo. Euh, Jean Reno qui a croisé Fanny Ferreira, il devrait la reconnaître, quoi. Et c'est tout juste s'il jette un œil sur la photo, quoi. Déjà, l'enquête, elle pourrait être bouclée là, quoi. C'est un peu le défaut que je reproche à ce film, c'est que en fait il manquerait des scènes de flashback. Hmm. Qui était prévu à la base. Et que Kassovitz a refusé de tourner parce que il aime pas les flashbacks dans les films.
C'est quand même curieux, voilà, c'est le réalisateur, je n'aime pas faire ces choses, donc je ne les ferai pas. Mais oui, mais en fait, t'es censé... En fait, t'as un cahier des charges à remplir, t'as une histoire à faire comprendre aux spectateurs, et si tu ne les fais pas, ces scènes, mais les spectateurs vont pas comprendre. Donc déjà, à ce stade-là de l'enquête, on sait que Chernezé, Kewa et Certis ont un secret, que la fameuse Judith Hérault menace ce secret, et quand il y a eu le premier meurtre, Certis est allé au cimetière profaner la tombe de Judith Hérault. Et l'école. Où il a piqué les photos de classe, que d'ailleurs Cassel a retrouvé chez Certis, et qu'il tend à Reynaud, et Reynaud à ce moment-là, il devrait tiquer, il devrait dire Judith Hérault, elle est là. Je la connais, je l'ai croisée. Et il tilte pas. C'est quelque chose que je comprends pas dans le film. Alors soit il prend les informations que lui apporte Max Kerkerian c'est des broutilles, j'en ai rien à foutre, je regarde même pas ce que tu m'apportes, soit il a besoin de lunettes. Mais il faut trouver une explication, on ne peut pas laisser le truc comme ça. Puis en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on voit qu'il y a toute la partie explicative de l'enquête de Karim Abdouf, le livre, à Sarzac. Parce que ça permettrait justement aux spectateurs de comprendre et d'avoir en quelque sorte un fil conducteur. Il y a toute la partie un petit peu, je dirais, sur la mer qui est absente en cette fin de film et qui est justement dans le bouquin très importante car elle permet de comprendre de nombreuses choses sur le tueur. Et là, on arrive à une scène qui est, à mon sens, méga importante parce que Fanny Ferreira apporte beaucoup d'informations qui sont très diluées et le spectateur n'y fait pas spécialement gaffe. Mais elle dit quand même, une phrase que je trouve méga importante, elle dit quand même que elle n'a pas beaucoup d'affection pour ses parents, qui sont des intellectuels. Mais bon, elle dit qu'elle n'a pas beaucoup d'affection pour ses parents. Et c'est une phrase qui a une énorme importance par la suite. On y viendra quand on arrivera à la fin du film. Mais il faut souligner cette phrase parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas notée et qui, arrivées à la fin du film, ils se disent mais on ne comprend rien. Alors qu'elle sème des indices tout le long de ses conversations avec Pierre Nimance. C'est pas une scène de romance cucul-la-praline qui serait glissée là pour adoucir un petit peu le film et mettre une petite pause. Non, non, c'est une scène qui a son importance pour la suite de l'intrigue. Elle n'est pas là par hasard. Et si on passe à côté, on passe à côté du film. Moi, pour ma part, j'étais passé à côté, moi, la première fois que j'ai vu le film. Donc, c'est qu'après plusieurs visionnages, et surtout après avoir lu le bouquin, que j'ai compris les petites subtilités glissées ça et là. Le personnage de Nadia Fares, je dirais, est un élément crucial dans la compréhension du film. Tout à fait. La deuxième profanation du cimetière. Alors là, c'est une scène qui moi, me fait bien rire, parce que j'avais noté le méga faux raccord qu'il y a dans cette séquence. Tu remarqueras que Max Kerkerian, il est trempé jusqu'aux os. Il dégouline de flotte quand il se penche sur le cercueil. Mais par contre, ce qui est curieux, c'est que quand il y a un plan sur le cercueil ou l'intérieur du cercueil, il n'y a pas une seule goutte de flotte qui tombe dessus. Tout ça parce qu'ils ont tourné la scène sous la flotte bien après avoir tourné l'intérieur. Et voilà, ça fait un faux raccord. Et t'as Kassovitz dans le commentaire audio qui dit putain, mais quel con, il y a un faux raccord. J'aurais dû le voir, j'aurais dû le prévoir. Il n'y a pas une seule goutte de pluie qui tombe sur le cercueil. Moi, ce qui m'a toujours fait, ce qui m'aurait fait triquer un peu dans cette scène, c'est que à partir du moment où Max Kerkerian trouve la réponse au niveau du tueur, que le tueur se pointe et le surprenne en fait. Ça aurait pu arriver. Ça m'aurait trop... Ça arrive dans le bouquin, mais pour le personnage de Nimance, par exemple. Avec la fameuse musique de Bruno Coulet,
le fameux thème de Judith, la boîte à musique. C'est vrai que les thèmes de boîte à musique, c'est toujours des thèmes qui font flipper. Enfin, je trouve que ça donne toujours une allure malsaine à un film. Dès qu'il y a un film qui utilise une boîte à musique, par exemple, un autre film qu'on apprécie tous les deux, comment il s'appelait Hush, du venin dans les veines en français. C'est pareil, t'avais Christopher Young Sauf que là, qui utilise une boîte à musique et c'est méga flippant quoi. la boîte à musique dans Hush, elle était beaucoup plus apaisante. Oui, Et là, c'est tout le contraire. C'est vraiment très inquiétant. c'est fou, avec peu de choses on peut te faire peur quoi. Il y a des compositeurs, c'est ce que disait Coulet, il y a des compositeurs pour te faire peur. Et ils te mettent tous les instruments possibles imaginables, ça fait BAM quand tu écoutes le film. Et lui c'est tout le contraire, lui c'est moi je veux faire peur mais avec une petite musique. Pour en revenir au film, voici une très belle scène entre le personnage de Niemans et le personnage de Fanny Freira. C'est vraiment une scène très très importante où on en découvre un peu plus sur le personnage de Fanny Freira. Bah, surtout sa vie solitaire, hein. On voit, on voit une partie de sa maison et on sent oui que c'est une vie vraiment très très solitaire, retirée de tout, pour une bonne raison qu'on expliquera plus tard. Cet aspect-là du film est très bien fait. Et alors c'est là véritablement qu'on commence à décrocher la scène de la bibliothèque. Alors accrochez-vous parce que révélation les amis, on se concentre hein, parce qu'il ne faut pas louper le coche. On commence par la thèse de Rémi Kévois, qui est telle quelle que dans le livre, pour une fois. On apprend pas mal de choses. C'est la fameuse révélation que la thèse de Rémi Kévois est juste une sorte de Mein Kampf 2, en gros, où... Mystérieusement, tous les étudiants ont disparu. Maintenant, c'est des... Ah, mais il est tard, il est tard. Tu sais qu'ils résolvent l'intrigue en 24 heures, hein, donc on peut penser qu'il est assez tard. Il doit être plus de minuit ou quelque chose comme ça. Donc la fameuse thèse de Rémi Kévois, en fait, explique comment pratiquer l'eugénisme, c'est-à-dire créer l'homme parfait avec un cerveau bien rempli et des muscles en acier. Donc ça fait comprendre à Niemans ce qu'ils sont en train de fabriquer. Mais encore là, c'est très subtil. La balancer comme ça ne veut pas dire grand-chose. Et quand on sait qu'il manque des scènes par la suite, bah, c'est carrément incompréhensible. La fameuse scène de la maternité notamment. Voilà, la scène de la maternité. Alors j'en reparlerai un tout petit peu plus tard. Là, on va se concentrer... Quoique je peux en parler tout de suite. Oui, il y a une scène de la maternité où Niemans commence à pressentir quelque chose. Il se rend à la maternité parce qu'il faut savoir que dans les affaires de Philippe Sertis, on a retrouvé des certificats de naissance qui n'avaient rien à foutre chez lui. C'est pas dans le film, hein, c'est dans le bouquin. Ces certificats de naissance n'avaient rien à foutre chez lui parce que Philippe Sertis travaille à la maternité. Et donc Niemans se rend à la maternité pour comparer les certificats de naissance de Sertis avec ceux de la maternité. Et il se rend compte que les tailles et les poids des enfants ne correspondent pas. C'est là qu'il comprend que Philippe Sertis échange les bébés à la maternité. Il échange les bébés des professeurs qui ont des tares génétiques parce que les professeurs se marient entre eux depuis des générations. Il échange les bébés donc des professeurs contre les enfants des montagnards qui, eux, sont sains génétiquement et également plus robustes parce que vivant dans les montagnes. Et cette scène n'est pas du tout dans le film. Et c'est cette scène qui fait que le film est incompréhensible. Et du coup, Niemans grimpe
dans la chaire de la bibliothèque, comme on le voit dans la scène, pour une bonne raison, c'est qu'en fait, chaque personnage du complot des Rivières Pourpres a son importance. Donc Certis échange les bébés à la maternité. Kewa, son rôle, c'est de disposer les enfants selon un ordre bien précis dans la bibliothèque, c'est-à-dire il met à chaque box un garçon et une fille, chacun l'un en face de l'autre, afin de favoriser des mariages pour pouvoir créer par la suite la race supérieure qu'il affectionne particulièrement. D'où la thèse sur l'eugénisme. Mais la scène montrée telle quelle, on voit Nimance grimper sur la chaire, et alors, qu'est-ce que ça doit apporter ? Le spectateur qui n'a pas lu le bouquin, il ne peut pas comprendre ça. Et du coup, quand un immense dans la bagnole qui te sort cette déduction qui sort absolument nulle part, parce qu'il n'est pas allé du tout dans les lieux pour mener l'enquête, tu te dis, mais de quoi il parle? Comment il en est arrivé à ces déductions, quoi? Incohérence, incohérence. Là, la suite du film, c'est que des incohérences. Et en plus, les scènes d'explication sont souvent noyées dans des scènes d'action, du coup le spectateur n'a pas le temps de réfléchir sur ce qu'il vient d'apprendre. Mathieu Kassovitz a complètement abandonné le thriller psychologique à la place d'un thriller plus axé sur l'action, tel qu'on va le voir là maintenant. Bah à l'américaine quoi. Hein. Mais Seven, c'était beaucoup plus subtil. Voilà, le modèle de Kassovitz, c'était Seven pour faire ce film. Mais Seven était beaucoup plus compréhensible. Hein. Et là, je pense, soit par manque d'argent, soit par manque de temps, à mon avis, ils ont essayé de clôturer le film le plus rapidement possible. Bah, il y a des juste pour donner à boire et à manger aux spectateurs français. Faire pas mal de scènes d'action. Et encore, la scène d'action de la bagnole que nous sommes en train de regarder, elle a été écourtée, elle était beaucoup plus longue dans le script. Hein. Parce qu'il y avait toute une scène où la voiture passait par-dessus le pont et devait tomber par-dessus le pont. Tu voyais un plan ralenti où tu voyais une immense tomber dans la flotte. Enfin, tout ça, ça a été... Là par pur manque d'argent. Parce que voilà, il manquait de l'argent pour faire ça. Et puis aussi par des problèmes de logistique, parce que le pont sur lequel ils étaient était très étroit. Et parfois, pour régler certains... Enfin, pour pouvoir tourner, ils étaient obligés de faire un énorme détour de 40 km pour revenir de l'autre côté du pont. Parce que le pont était le seul accès d'un point à l'autre. Il fallait faire un détour de 40 km. Donc du coup, au bout d'un moment, voilà, 40 km par-ci, 40 km par-là, tu perds du temps. Du coup, la scène a été grandement écourtée. Quoi. Là, la musique de Bruno Coulet est vraiment intense. Et on entend à nouveau cette boîte à musique qui fait qu'on se rapproche de plus en plus de la vérité. Oui, j'adore cette deuxième partie de la musique de la course-poursuite. Elle est quand même bien foutue, hein, cette scène de course-poursuite. Hein. Elle est plus longue dans le bouquin, apparemment. Ah oui, dans le bouquin, elle est beaucoup plus longue. Hein. Et à la base, elle était beaucoup plus longue aussi dans le script. Je t'ai dit, par manque d'argent et manque de temps aussi, elle a été écourtée. C'est pas plus mal, parce que du coup, ça aurait rallongé le film artificiellement pour un truc, finalement, qui n'avait aucune importance. Parce que la scène de la course-poursuite doit amener une autre scène qui n'était pas présente dans le film. Donc, ça n'avait aucun intérêt. Quoi. Elle est plus intense dans le bouquin même, j'ai envie de dire. Là pour le coup, là, cette scène de course-poursuite, elle permet de bien montrer que les gens qui travaillent à l'université sont diaboliques, quoi. Ce qui n'est pas aussi évident dans le livre. Hein. Je l'avais dit, hein, que le personnage du recteur était assez différent entre les deux versions. Dans le film, il est clairement fourbe, comme dit Kassovitz. Le fils du recteur. Le fils du recteur, voilà. C'est là que tu commences à comprendre que le recteur, c'est un parfait salopard. Dans le livre, c'est beaucoup moins tranché dans le livre. J'ai du mal à savoir s'il est au courant ou si il n'est pas du tout au courant parce que il n'a pas voulu savoir. Hein. Je pense qu'il n'est pas au courant parce qu'il n'a pas voulu chercher. Oui, dans le livre, je pense que c'est surtout ça. Je pense qu'il a fermé les yeux sur ce qui se passe.
acteur. À mon avis, il est très bien au courant de ce qui se passe. Sauf qu'il a fermé les yeux. Dans le livre, ouais, je pense que c'est ça aussi. Parce que c'est impossible de pas s'en rendre compte. Donc du coup, à ce stade-là de l'enquête, on comprend que Fanny Ferrara est une enfant échangée à la maternité, d'où l'explication de la phrase que je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas beaucoup d'affection pour mes parents. Évidemment, ce ne sont pas les siens, ce sont ses parents adoptifs. Alors, dans le film, c'est pas très clair, dans le livre non plus, est-ce que les parents savent que leurs bébés sont échangés, les parents des universitaires? Les montagnards, ça c'est sûr, ils sont pas au courant. Mais les universitaires, on sait pas trop. Mais enfin bon, c'est pas le... Dans le livre, les parents, en tout cas de Fanny Ferrara, sont au courant du complot de Guernon, justement. Ah oui, tu vois, j'avais pas compris ça dans le bouquin, tu vois. Ils sont au courant. Donc ils sont au courant. Donc d'où je n'ai pas beaucoup d'affection pour mes parents. Parce que voilà, ils savaient et ils ont rien dit. D'ailleurs, la mère, c'est très bien expliqué dans le bouquin, la mère, dès qu'elle a compris ce qui se passait, elle a tout de suite pris son enfant et ils sont partis. Ils ont essayé de partir le plus loin possible. Oui, j'y reviendrai là-dessus un peu plus tard. Alors là, la scène, on avait vu le premier étage, enfin le rez-de-chaussée de la maison de Fanny Ferrara. Là, on entre dans la cave. Dans l'antre de la bête. Voilà. Et ça n'a rien du tout à voir avec le dessus. Et c'est très intéressant cette scène parce que ça montre bien le côté ambivalent du personnage de Fanny Ferrara. Je vous avais parlé des problèmes du reflet, le mode opératoire du meurtrier qui dissimule ses victimes pour qu'on ne voit que leur reflet pour finalement tomber sur les victimes plus tard. On voit que les reflets d'abord et après on trouve les cadavres. Ça avait une symbolique, et ben la maison fonctionne exactement sur le même principe. Et là aussi, justement, j'aime beaucoup cette scène au niveau des décors. C'est très glauque, très sombre. Et bizarrement, il n'y a pas de musique ici. Très discrète. Elle est très discrète la musique à ce moment-là. Alors c'est là que ça devient absolument n'importe quoi. La scène avec les gendarmes, j'ai trouvé ça... au premier visionnage, j'avais trouvé ça énorme. C'est pas possible. Ils n'ont pas pu tourner un truc pareil. C'est juste grossier. Et, ça montre bien, voilà, le fait que Kassovitz se fout un peu de la gueule des gendarmes, quoi. C'est quoi cette scène de, voilà, où je te braque, tu me braques entre flics, ça n'a aucun sens, c'est même pas dans le bouquin, quoi. Moi j'ai trouvé cette scène absolument ridicule. Puis il y a le fameux chef des gendarmes qui sert vraiment à rien, encore plus dans cette scène. Mais son but c'est de ne servir à rien, justement. Je pense que c'est ça en fait. Il essaie de se croire important, mais en fait c'est tout le contraire. La scène du téléphérique. Je crois que c'est ma scène préférée de tout le film, parce que justement, au niveau de la musique, qui est très présente et très intéressante, mais il y a aussi surtout le fait que il y a de la cohérence et de l'incohérence dans cette scène en même temps. C'est ça pour ça que j'aime bien cette scène. Moi au départ je pensais qu'ils avaient tourné ça en fond vert. Mais en fait c'est le vrai décor, c'est la vraie montée en téléphérique. Puis ce que j'aime bien dans cette scène, c'est que on sent vraiment que ça va être le dénouement, qu'on va enfin savoir la vérité. Ah ouais, alors là, accrochez-vous à vos fauteuils, parce qu'alors là, je crois que c'est à partir de ce moment-là que Kassovitz est en total roue libre, et j'ai jamais vu une réalisation aussi bâclée pour un final de film. C'est effarant. Là, c'est même presque hilarant, tellement on reçoit tant d'informations d'un coup, quoi. Ah ouais, et puis noyé dans une scène d'action, encore une fois. Du coup, le spectateur n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe. Et attention, révélation, révélation. Là, c'est une scène, ça m'avait... Je disais, oui, d'accord, et qu'est-ce que ça apporte? Voilà. Des jumelles! Elles ont échangé des jumelles, putain! La simple phrase de Cassel, mais ça en dit long, quoi, tellement c'est...
Les mecs, ils savaient pas comment expliquer le truc. Alors je vais revenir assez vite fait dessus, pour bien comprendre. Donc je reviens sur Chernezé, Sertis et Kievois veulent créer une espèce de race supérieure au sein de leur université. Problème, les universitaires se marient entre eux depuis des générations et leur sang est appauvri génétiquement. Ils commencent à avoir des enfants qui ont des problèmes génétiques. Donc ils se mettent à échanger les bébés dans les maternités avec les enfants venus des montagnes qui eux sont plus robustes et génétiquement sains. Seulement un jour, Sertis est confronté à un dilemme parce que la mère qui vient d'accoucher, elle a des jumelles. Et plutôt que de les prendre toutes les deux, il décide d'en prendre qu'une seule. Se disant que la mère vivant dans les montagnes, elle ne se rendra jamais compte de la supercherie, elle ne reviendra pas dans la région. Seulement, quelques années plus tard, la mère qui est institutrice est mutée dans une école, et quelle n'est pas sa surprise de découvrir parmi ses élèves une petite fille qui ressemble, comme deux gouttes d'eau, à la sienne. Donc elle se dit, il y a eu un problème à la maternité, et quand elle se rend à la maternité, elle se fait attaquer par Sertis, Kievois et Chernezé, lesquels la poursuivent jusqu'à ce qu'elle décide de faire passer sa fille pour morte sur l'accident, le fameux accident de l'autoroute, où elle coupe un doigt de sa fille, et pour la mettre en sécurité, elle décide de la faire vivre dans l'ombre de sa sœur, c'est-à-dire que les deux sœurs vont vivre ensemble, mais vont vivre la vie d'une seule. C'est-à-dire qu'elles vont intervertir leur rôle. Un jour, ça sera Fanny qui tiendra son rôle, un coup, ça sera Judith, un coup, ça sera Fanny, un coup, ça sera Judith. Et du coup, cette situation va déplaire fortement à Judith parce qu'elle a l'impression de ne pas avoir de vie. Et elle en veut à mort à ces tortionnaires qui l'ont privé d'une vie normale. Et c'est ce qui va déclencher toute cette vague de crimes. Et je pense que aussi la mère est complice de tout ça. Parce qu'elle est au courant, elle sait ce que sa fille, Judith, est en train de faire. Et justement, elle la laisse faire. Donc quelque part, la mère est encore plus responsable de ce qui se passe actuellement. Tu disais quelque chose d'intéressant sur la bouche de Judith Hérault, qui est en rapport avec le début du film sur la thèse de Rémi Kellois. Oui, sur la thèse de Rémi Kellois, on voit un moment des images de bouche déformée. Et là, le personnage de Judith dans le film, quand elle parle et qu'elle est en colère, on voit bien que sa bouche est vraiment déformée par la haine, par la colère. Et on voit qu'en fait c'est une enfant qui a une tare. Et cette tare, elle est représentée dans le film par la bouche. Et donc, on sait de ce fait que Judith, c'est elle la meurtrière en fait, dans le film. Et surtout, ça explique aussi autre chose. Si elle a une tare au niveau de la bouche, c'est ce qui a peut-être poussé Sertis à choisir sa sœur plutôt qu'elle. Parce que dans leur démarche d'eugénisme, il fallait que la fille soit parfaite d'un point de vue physique. Voilà, exactement, qu'on voit aucun défaut. Alors j'ai oublié de préciser une chose qui me semble très importante. J'ai dit Chernezé, Sertis et Kievois. Il faut savoir que le complot des rivières pourpres se passe sur plusieurs générations. Ça veut dire que quand je dis Sertis et Kievois, c'était Sertis et Kievois seniors. Après, quand ces derniers sont morts, ils ont en quelque sorte donné leur sale boulot à leurs rejetons qui ont poursuivi leur œuvre pour une deuxième génération en fait. Sauf Chernezé qui est la tête pensante du truc et qui était encore en activité. Donc je précise parce que sinon ils vont se dire mais c'est pas possible, les gamins ils étaient jeunes, comment ils peuvent être mêlés à ça. Cassel fait la même remarque d'ailleurs dans le film, c'était leur père qui avait commencé le complot des rivières pourpres. Moi ce que je trouve vraiment dommage dans cette fin, c'est que en fait, quelque part, le personnage de Judith Hérault, il est sacrifié. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que c'est un personnage qui aurait gagné en termes d'explication, en termes de sympathie, en termes de compréhension d'histoire aussi.
Surtout qu'elle a un rôle beaucoup plus fort dans le livre en lui-même, hein. Bon, je vais pas spoiler le livre, mais sachez que la fin du film n'a strictement rien à voir avec celle du livre. Et, très sincèrement, j'en veux à Kassovitz de ne pas avoir laissé le livre tel qu'il était, d'avoir fait une fin différente, parce que ça va permettre à un certain Luc Besson de produire une infâme bouse qui s'appelle Les Rivières Pourpres 2, qui n'a de rivière pourpre que le nom, qui n'a strictement rien à voir avec l'œuvre de Granger. Et rien que pour ça, j'en voudrais à Kassovitz d'avoir changé la fin, parce que franchement, c'était pas utile. Déjà, sa fin a un moindre impact, et puis alors cette scène d'avalanche, sincèrement, mais on aurait très bien pu s'en passer, quoi. Avoir dépensé autant de moyens et d'argent pour ça, au détriment de scènes d'explication, de scènes beaucoup plus fortes émotionnellement, je trouve ça vraiment dommage. Mon cher Baf, j'ai une question à te poser concernant les deux sœurs jumelles. Comment, d'un point de vue réalisation, Kassovitz l'a fait pour que Judith Hérault ressemble à Fanny Ferreira, quoi, son double. Comment, à ton avis, il l'a introduit en fait dans la scène? Est-ce qu'ils ont fait appel à un doubleur? Ou est-ce que c'est Nadia Fares qui a joué le même personnage? Bien sûr que c'est Nadia Fares qui a joué 2 fois les personnages. Alors après, il y a plusieurs techniques pour faire ça. Soit il y a un mélange de plusieurs techniques de toute façon. Soit tu mets un double, mais tu le filmes que de dos, et tu montres la vraie actrice qui est elle en face. Et quand tu changes de plan, tu inverses, tu mets le double dans l'autre position et ainsi de suite. Ou alors à ce moment-là, je connais pas trop la technique, mais après tu choisis un emplacement pour les 2 actrices, et après tu incrustes, si tu veux, l'actrice sur le même plan. C'est-à-dire que tu vas filmer la scène 2 fois. Tu as filmé la scène avec Fanny Ferreira qui tient le fusil avec Jean Reno au milieu. Et après tu vas filmer la scène avec toujours Jean Reno au milieu, mais tu vas filmer la scène avec Judith Hérault de l'autre côté. Et après au montage, tu vas parvenir un peu, sur le plan du montage, à incruster les deux personnages joués par la même actrice sur le même plan en fait. Et il y a un mélange de toutes ces techniques pour cette fin en fait. D'accord, parce que je trouve ça vraiment intéressant d'un point de vue réalisation. Je trouve ça vraiment fort en fait. C'est un très vieux procédé que de créer des jumeaux au cinéma. L'un des premiers films à avoir fait ça en France, notamment, c'est la Tulipe Noire avec Alain Delon. Où Alain Delon joue 2 frères jumeaux. Enfin, non, ils ne sont pas jumeaux dans le film, mais c'est 2 frères qui se ressemblent énormément. Et tu as des scènes, tu as des plans où tu as 2 Alain Delon sur le même cadre. Et moi, pour voir que c'était un film des années 60, j'étais impressionné de voir qu'il maîtrisait déjà cette technique à l'époque, et ça rendait super bien. Donc maintenant, avec les progrès actuels, maintenant c'est encore plus simple, hein. Mais c'est un très vieux procédé. Alors, j'aimerais revenir sur une autre chose, si tu le permets. Oui, vas-y. Alors du coup, il faut savoir que dans le film, par rapport au livre, Fanny Ferreira, elle a l'air toute gentille, toute innocente. Alors que c'est pas du tout le cas. Elle est aussi complice que Judith Hérault dans le livre. Dans les meurtres des Rivières Pourpres. Et c'est là aussi que je voulais en revenir, parce que du coup j'ai un petit peu zappé. Je vous expliquais l'histoire des reflets, le fait qu'on ne trouve jamais les victimes de visu, qu'on les voit à travers leurs reflets pour finalement les trouver plus tard. Et le fait qu'il y ait 2 étages différents dans la maison de Fanny Ferrara, où il y a un rez-de-chaussée assez lumineux et une cave assez sombre, c'est pour montrer que le tueur est double, en fait. Le reflet et le fait que la maison soit construite sur 2 niveaux. C'est le même principe qu'avec quel exemple je vais pouvoir prendre, Jekyll et Hyde ou Double Face dans les Batman, quoi. C'est exactement le même procédé. Kassovitz a voulu montrer
vraiment la différence entre les deux personnages et a bien voulu sous-entendre que le meurtrier ils sont en fait deux. Voilà, il y a deux meurtriers dans les films. Mais dans le film, c'est pas clairement explicite. On a l'impression que Fanny Ferrara, elle assiste plus qu'elle n'agit et que c'est l'autre qui fait tout le travail. Fanny est juste là pour la soutenir, si on peut dire. Voilà. Moi, ce qui me dérange beaucoup dans le film, c'est que Judith Theroux, on le voit à son physique, à sa bouche, à ses paroles. Elle est comment dire, on la fait passer pour une méchante, alors que dans le livre, c'est tout le contraire. Dans le livre, elle est toute innocente. Comme sa sœur d'ailleurs. Et du coup, c'est ça qui me déplaît un peu, mais je pense que c'est une indication du réalisateur de Kassovitz pour faire comprendre, dans le film en tout cas, que Judith Theroux en fait est la méchante. Alors que dans le livre, c'est tout le contraire. C'est un personnage d'une extrême empathie, qui a l'air très douce, très calme. Je ne dirais pas comme ça. Dans le livre, elle apparaît douce au premier abord, mais on comprend très vite qu'elle est très perturbée et qu'il ne faudrait pas grand-chose pour la faire sortir de ses gonds, en fait. Voilà. Elle apparaît gentille parce que elle est en face d'elle des adversaires pour lesquels elle n'en veut absolument pas, ils n'ont rien à voir avec son histoire. Au contraire, elle les apprécie parce que ils ont découvert le complot des rivières pourpres, mais ça s'arrête là. Faut quand même rappeler quand même dans le contexte du bouquin que au moment où il retrouve les deux jumelles, elle s'apprête à tuer une autre personne, quoi. Alors bon, le côté gentil, je veux bien, mais non, elle est très perturbée, Judith Theroux. Fanny Ferrara, elle pourrait encore avoir un semblant de cohérence parce que elle a eu la vie que Judith n'a jamais eue. Et d'ailleurs, Judith, elle le dit dans le film, elle le dit, il faut se venger. Moi, j'ai toujours vécu dans ton ombre. Elle a raison, elle a vécu dans l'ombre. Elle a vécu la vie de Fanny Ferrara, en fait, par intermittence. Elle n'a jamais vécu en tant que Judith Theroux. Toujours dissimulée, toujours cachée, voilà. C'est un bon mobile de meurtre, quoi. Alors dit comme ça, on a l'impression, mais en fait c'est limpide cette intrigue. Ben oui, mais le film ne l'est pas. Donc voilà, ce qui explique pourquoi on s'est lancé dans ce long commentaire audio, parce que le film en l'état est incompréhensible. Pour comprendre le film, il faut avoir le livre sur les genoux. Ça a le mérite d'être clair. Et pour l'anecdote, ils sont tellement conscients d'avoir raté leur film par rapport à ça, que dans l'édition collector du film, dans le making-of, vous avez carrément Jean-Christophe Granger en personne qui vous résume le bouquin, pour que vous compreniez l'intrigue. Si ça, c'est pas un aveu d'impuissance, je sais pas ce que c'est. Hein. J'ai rigolé, moi, quand j'ai vu ça. Je dis, non, mais les mecs, mais voilà, vous vous rendez bien compte que vous avez merdé sur toute la ligne. Puis ce qui est dommage, c'est que ce film, il avait le potentiel pour vraiment être quelque chose d'exceptionnel dans le paysage cinématographique français. Et au final, on en ressort, on ne sait pas trop quoi en penser, parce qu'il y a en même temps des très bonnes choses, notamment au niveau des décors, de l'ambiance, même du casting, même si ce dernier est un peu imparfait, mais du coup on en ressort quelque part frustré, car il y avait tellement de bonnes choses, et au final on a l'impression que tout a été oublié, dilapidé. Enfin, c'est vraiment... Ce film est vraiment frustrant. Décevant, voilà, des choix de réalisation malencontreux, des problèmes au niveau du tournage aussi, hein. On a parlé
de la météo changeante qui avait obligé à repousser des explications d'une scène sur une autre et ça avait tout décalé, et c'était un bazar pas possible. Bon, mais je dirais pas que Kassovitz n'a pas une grosse part de responsabilité là-dedans, puisqu'il a refusé de tourner des scènes de flashback, il a refusé de tourner des scènes d'explication qui auraient pu vous permettre une meilleure compréhension. Son film a certes un rythme endiablé qui est indéniable, mais pour le coup c'est trop endiablé. Il aurait fallu poser un petit peu la chose et permettre d'autres scènes d'explication. Il a inventé des personnages aussi qui ne sont pas dans le bouquin. Il a pris des libertés, trop de libertés scénaristiques, je dirais. Après, voilà, t'as le pour et le contre. Hein. Tu as le mec pas très consciencieux avec le bouquin qui essaye de faire un truc à sa sauce. Des fois ça rend très bien, hein, des fois ça rend moins bien. Et t'as au contraire, t'as le type qui est très consciencieux et qui veut adapter le bouquin à la lettre, à la virgule près, et ça donne Le Hobbit de Peter Jackson, qui n'est pas un meilleur film pour autant, navré de le dire. Bon, mais t'as les deux cas d'école. L'essai n'est pas concluant, c'était bien d'essayer pour les Rivières Pourpres, mais bon, c'est pas réussi à 100%. Non, mais surtout que le bouquin, c'est pas n'importe quoi. Le bouquin, c'est juste un régal. Il y avait de quoi faire un super film. Et on sent que par manque de budget, par manque de temps et par mauvais réalisateur, et ben le film est vraiment imparfait. Alors je dirais pas que Kassovitz est un mauvais réalisateur, je pense après que tu fais des choix malencontreux, bon, ça arrive à tout le monde, hein. Même les grands réalisateurs font parfois des erreurs, après ouais, c'est dommage parce que dans l'ensemble le film est plutôt sympa à regarder, mais c'est vrai que c'est pas une très bonne adaptation des Rivières Pourpres. Après, alors pour l'anecdote, je disais en milieu de vidéo que ça serait bien que pour adapter les Rivières Pourpres comme il faudrait en faire une série. Il semblerait, apparemment j'ai lu ça quelque part, que Luc Besson serait en train de peaufiner un projet de série Les Rivières Pourpres. Alors, est-ce que ce sera une adaptation du bouquin? Est-ce que ce sera dans la lignée de son infâme navet que sont Les Rivières Pourpres 2? Je ne sais pas encore, mais apparemment c'est dans les cartons. Donc on verra bien ce que ça donnera. En général, avec EuropaCorp, c'est soit bon, soit très très mauvais. Donc... J'ai peur. J'ai vraiment très peur. Mais bon, on verra bien. Ça peut être très bon aussi, mais je sais pas. Je sais vraiment pas ce qu'il veut faire. C'est une série ou une mini-série? On sait pas encore. C'est encore très confus. Pour l'instant, l'info vient de sortir. J'ai vu ça dans un magazine, mais voilà. Pour le moment, c'est encore à l'état de projet. Ils n'ont pas commencé à tourner quoi que ce soit. C'est encore à l'état de projet, mais apparemment, ça se finalise. Alors, c'est sur le point d'être lancé. On verra bien. Voilà. Ça serait marrant qu'il y ait un comeback de Jean Reno. Ouais, il commence à être un peu vieux maintenant hein, pour ce genre de choses, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Par contre, Cassel, enlevez-moi ça. Ah, il a plus l'âge non plus. Non, ce sera différent, je pense. Ça sera d'autres acteurs. Non, on va pas demander aux acteurs originaux de revenir pour ça. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. Je pense qu'on a tout dit. De m'avoir invité pour cette vidéo. Oh, mais de rien, c'était un projet très intéressant. Ça m'a fait vraiment très plaisir, d'autant que c'est un film que, malgré toutes ses faiblesses, j'apprécie. Et ça m'a fait vraiment plaisir de participer avec toi à son analyse. Oui, je pense on s'en est bien tiré. Et puis on aura, ça nous a tellement plu, on aura l'occasion de recommencer. Alors on va essayer d'alterner avec d'autres films, des films un peu plus oubliés, voilà, que le cinéma un petit peu délaissé, et des films qui nous intéressent, donc voilà. Donc rendez-vous pour la prochaine fois, je ne sais pas quand, mais sachez, voilà, on a au moins 3 autres projets
cours. Donc on verra bien. Voilà. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée, quelle que soit l'heure à laquelle vous écoutez ou regardez cette vidéo, et à une prochaine fois. Salutations. Au revoir.